L'inceste dans les sociétés d'Afrique subsaharienne, analyse socio-juridique d'un tabou. Voilà, merci Madame la Présidente de me donner la parole. Mesdames, Messieurs, je résiste difficilement à l'envie de dire avant toute chose l'immense plaisir que j'ai de me retrouver en un si beau lieu et en une si belle compagnie. Aussi souhaiterais-je remercier très sincèrement les organisateurs de ce colloque pour la qualité et surtout pour la réussite donc, de sa présentation. Et je peux d'autant plus le dire que je suis le dernier intervenant à ce colloque, mais plus sérieusement, je tiens à les remercier très sincèrement pour l'honneur et l'amitié qu'ils m'ont fait en m'associant à la réflexion. Cela dit, mon intervention porte sur l'inceste dans les sociétés d'Afrique subsaharienne et je dois confesser que lorsque je cherchais les mots pour introduire ce sujet, l'actualité est en quelque sorte venue à mon secours, à moins de s'être imposée à moi-même. En effet, il n'y a pas de cela plus d'une semaine qu'étaient abondamment relayés sur les médias sociaux camerounais les faits d'inceste qu'aurait perpétré un père sur sa fille mineure de 15 ans. Rassurez-vous, il ne s'agit pas là d'une captation bénévolente, c'est-à-dire une captation de votre bienveillance à cette heure déjà assez avancée du jour. Cette anecdote est, à mon sens, l'illustration ou même la confirmation, si besoin en était encore, de ce que le sujet qui nous rassemble et qui nous occupe est hautement préoccupant. Et de ce point de vue, je crois qu'il ne serait pas excessif d'estimer qu'à l'heure où nous parlons, à cet instant précis, des actes d'une telle atrocité sont commis à travers le monde. Donc, de ce point de vue, on peut dire que l'inceste est une réalité, est une problématique universelle. Mais dans cette universalité, il y a quand même des particularités qui se dégagent, qui émergent. C'est notamment le cas dans les sociétés d'Afrique subsaharienne. Si bon nombre de ces pays ont la réputation d'avoir à un moment donné été influencés ou d'avoir pris en compte le système juridique français, il est particulièrement intéressant de voir ce qu'il en est en matière d'inceste. Et à ce propos, force est de constater que l'approche de ces pays parfois s'éloigne de celle de la métropole. Et ainsi, et comme l'analyse entend le montrer, les facteurs socioculturels en Afrique entraînent des conséquences importantes sur l'efficacité du dispositif juridique de lutte contre l'inceste. Certes, il est vrai que chaque législateur africain codifie ou alors traite l'inceste sans nécessairement se référer à ce que fait son voisin, mais il n'empêche qu'il y ait quand même des constantes qui apparaissent et qui permettent de dire qu'il y a un système africain donc de prévention et de traitement de l'inceste. Donc c'est de ce système que j'entends rendre compte pour ma part en montrant dans un premier temps qu'il existe une condamnation quasi unanime donc de l'inceste en Afrique subsaharienne. Mais cependant, le traitement pénal et institutionnel qui est réservé à l'inceste, à ce qui est considéré en Afrique comme une gangrène sociale, reste perfectible et c'est ce que j'envisagerai donc dans un second temps. Dans un premier temps, donc, une condamnation quasi unanime de l'inceste. Certes, il existe encore dans des pays d'Afrique comme au Rwanda, des tribus où l'inceste n'est pas simplement toléré, elle est même permise et instituée. Donc, mais plus fondamentalement, la morale africaine ou alors les traditions africaines réprouvent cette pratique. Donc, de ce point de vue, on peut estimer que le droit coutumier africain est moralisateur, en ce sens qu'effectivement, depuis les époques immémoriales, depuis les temps immémoriaux, ces cultures, ces coutumes ont marqué une très grande aversion à l'égard de l'inceste. Donc, il existait ce que l'on appelle l'interdit incestueux, qui se caractérisait par son oralité, ce que je vais envisager d'une part, mais il a donc fallu attendre donc, la période coloniale et ensuite post-coloniale pour que le législateur vienne codifier cet interdit incestueux. C'est ce que je montrerai d'autre part. Donc, d'une part, l'oralité de l'interdit incestueux dans les cultures traditionnelles ou alors en droit coutumier africain. Avant que naissent les États africains tels qu'ils sont connus aujourd'hui, il existait des royaumes, des tribus, des clans, des ethnies, dont la vie était encadrée par des préceptes, par des règles,
Et parmi ces prescriptions qui étaient transmises de génération en génération, figurait en pole position l'interdit incestueux. De ce fait, donc, toute relation sexuelle entre individus unis par un lien de sang, peu important donc, le degré, peu important le consentement ou l'âge des personnes considérées, était proscrit. Mais la particularité de l'interdit incestueux dans les sociétés africaines, c'est qu'il excédait le cadre des relations sexuelles intrafamiliales pour toucher aussi des relations intertribales. Autrement dit, il pouvait arriver que deux tribus, n'ayant donc apparemment aucun lien de sang, puissent marquer ce que l'on appelait des pactes de fraternité. Par ces pactes de fraternité qui étaient beaucoup plus dictés par des logiques, disons, opportunistes ou alors conjoncturelles, il était donc interdit aux membres de ces deux groupes, issus de ces deux groupes, d'entretenir des relations sexuelles et a fortiori donc de se marier. Et ce pacte donc, qui avait donc des conséquences importantes sur la vie des groupes, déterminait en quelque sorte la conduite des individus dans la société. Mais qu'il s'agisse de l'inceste intrafamilial ou de l'inceste intertribal, l'interdiction était assortie des peines très sévères. Et de nombreux travaux d'ethnologues, effectivement, révèlent que certaines peines pouvaient avoir, par exemple, comme peine le fait d'être frappé d'un mauvais sort, le fait, par exemple, de décéder à la suite d'une maladie grave. Et on a pu relever à propos que ces sanctions avaient eu une grande efficacité dissuasive. Donc, ainsi, le seul moyen d'échapper finalement à la mort était de confesser publiquement son fait incestueux ou alors sa relation incestueuse, afin que les autorités coutumières, traditionnelles, puissent accomplir des rites de purification, peut-on dire, dont finalement la forme variait d'une ethnie à une autre, mais avec une trame commune. Par exemple, dans certaines ethnies au Nigeria, pour purifier des personnes qui sont rendues coupables d'inceste, il fallait que ces personnes reprennent l'acte incestueux. Autrement dit, la reprise de cet acte interdit était la condition sine qua non de la purification. Ça peut être bien curieux, mais c'était donc ce qui se pratiquait. Mais à la réalité, l'objectif était moins d'obtenir de ces personnes qu'elles reprennent l'acte sexuel, ou alors que tout simplement par l'exposition de leur nudité, de leur faire prendre conscience du mal qu'ils ont pu, ou alors qu'elles ont pu commettre à la société. Cette nuance se comprend dans la mesure où bien solide est l'homme qui, devant des regards curieux, voilà, pourrait bien entrer en érection. Donc c'est à ce stade du propos, on peut déjà voir cette réprobation, cette répugnance qu'a encore le droit coutumier africain à l'égard de l'inceste. Mais dans la mesure où les règles coutumières, comme on le sait, sont orales, elles sont diverses, disparates parfois, il fallait bien que le législateur puisse intervenir pour pouvoir les codifier. Et c'est donc ce que je vais traiter à présent, et d'autre part, en ce qui concerne donc la codification de l'interdit incestueux en droit moderne. Alors cette codification s'est tantôt faite au niveau civil afin d'empêcher les unions et les filiations incestueuses, tantôt au niveau pénal afin de réprimer toutes les relations à caractère incestueux, qu'elles soient consenties ou non. Au niveau civil, donc, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, l'inceste est considéré comme un empêchement à mariage, et cela a été dit ici, et toute personne qui a un intérêt légitime peut donc s'opposer à ce que l'on célèbre un mariage incestueux, ou si le mariage est incestueux, la personne peut en demander l'annulation. Et allant plus loin, les codes civils africains règlent le sort donc de l'enfant né d'un commerce incestueux, ou alors de l'enfant né de l'inceste. Et la question est celle de savoir si cet enfant peut prétendre au même droit, à la même protection qu'un enfant naturel reconnu, ou alors un enfant légitime. Et force est de constater à ce stade que le législateur africain marque un désamour, voire un désaveu à l'égard de l'enfant né d'une relation incestueuse. Mais ce désaveu et ce désamour ne sont que la conséquence, voilà, de l'interdit incestueux qui est posé en droit coutumier. Par exemple, en droit civil camerounais, tchadien et gabonais, l'enfant né de l'inceste a vocation à demeurer un enfant naturel. Et cela s'explique notamment par le fait qu'il y a un empêchement à mariage lorsqu'il y a un risque de mariage incestueux.
L'idée est donc que, puisqu'il ne peut y avoir de mariage incestueux, a fortiori ne pourrait-il avoir donc de filiation légitime et incestueuse. Et pour tempérer un peu les choses, le législateur gabonais est allé dans le sillage du législateur français en admettant que l'enfant né d'une relation incestueuse puisse quand même faire établir sa filiation à l'égard d'un seul de ses auteurs. C'est-à-dire la reconnaissance à l'égard de l'un, empêchant donc la reconnaissance ou la filiation à l'égard de l'autre. Je crois que cela a été surabondamment, même peut-être traité tout à l'heure. Mais tout à l'heure, le doyen Guével parlait donc à propos de l'injustice du droit civil français. J'espère qu'il ne tombera pas à la renverse quand je lui dirai que le droit camerounais, les droits camerounais et tchadiens sont encore plus durs, puisque ces droits interdisent tout établissement de filiation lorsque l'enfant est né d'un commerce incestueux. Inversement, l'enfant né de l'inceste ne pourra intenter une action en reconnaissance ou alors en recherche de paternité ou de maternité. Donc la solution paraît, je suis d'accord en ce moment-là, assez grave. Et toutefois, les législateurs prévoient quand même que l'enfant né du commerce incestueux peut prétendre aux aliments à l'égard de ses parents. Et ces aliments sont dus jusqu'à sa majorité. Et l'enfant même, après le décès de ses parents incestueux, disons, employant cette expression, peut réclamer ces aliments sur la succession. Cependant, il y a encore un autre bémol, c'est de dire que si les parents se sont occupés de l'enfant pendant sa jeunesse, ou bien notamment en lui trouvant un travail, celui-ci ne peut prétendre aux 10 aliments lorsque ces personnes viendraient à décéder. On revoit là donc le caractère un peu tabou, voyez-vous, de l'inceste, puisqu'en droit coutumier, on considère l'enfant né d'une relation incestueuse comme étant un intra-croisé. C'est une expression qu'on utilise généralement en matière d'élevage pour désigner un petit qui est né donc des géniteurs issus de la même souche. Donc c'est un enfant qu'on pourrait qualifier de résiduel. En tout cas, c'est un enfant incomplet aux yeux du droit coutumier. Et pour couronner donc le tout, les enfants incestueux ne peuvent recevoir par donation entre vifs ou par testament, notamment en droit camerounais et en droit tchadien. Donc, si cette dureté donc, du législateur civil à l'égard de l'enfant incestueux est une limite, voire une atteinte considérable au principe non seulement de l'égalité entre les enfants, mais aussi au principe donc, du droit à l'établissement de la filiation, il rend cependant parfaitement compte, en tout cas selon ma manière de voir, donc du fait que les facteurs socio-culturels peuvent influencer la conduite donc, du législateur. Et c'est dans ce sillage que c'est finalement, en quelque peu, engouffré le législateur pénal. Au niveau pénal, donc, et contrairement à ce qui a cours en France, plusieurs législateurs africains, notamment béninois, burkinabés, gabonais, burundais, togolais et même encore camerounais, ont érigé l'infraction en l'inceste en une infraction autonome et générale. Donc, ainsi, est sanctionné le fait d'avoir des relations sexuelles avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, germains, consanguins ou utérins. Et pour cette infraction, il en va de même pour celui qui entretiendrait des relations sexuelles avec donc ses frères ou sœurs légitimes ou naturelles, sans limitation donc de degré, germain ou consanguin, utérin, et j'en passe. Pour cette infraction, donc les peines sont suffisamment dissuasives. Elles vont de 3 à 10 ans d'emprisonnement, avec des amendes qui peuvent aller de 30 jusqu'à 75 000 euros. Donc, on peut constater que le législateur pénal ne distingue pas à ce stade, donc selon l'âge, et encore moins selon le consentement des personnes qui sont impliquées dans la relation incestueuse. Il prend en compte, en revanche, ces paramètres lorsqu'il s'agit des agressions sexuelles à caractère incestueux. Et c'est principalement le cas du viol incestueux, de l'outrage à la pudeur ou du harcèlement sexuel. Et à ce propos, le code pénal burundais fournit un exemple assez illustratif de la dureté du législateur africain, puisque lorsqu'un père commet une agression sexuelle sur son enfant mineur, en plus des peines d'emprisonnement et d'amende qui sont des peines principales, il doit, d'après la législation burundaise, il doit être déchu de son droit donc, de parenté. En même temps, sa condamnation doit être rendue publique et lui-même, c'est-à-dire l'abuseur, l'infracteur, doit être présenté en public.
On peut voir là déjà le caractère infamant de la condamnation en matière de droit pénal burundais. Donc dans l'ensemble, lorsqu'une grossesse résulte des relations incestueuses, certaines législations pénales admettent une interruption volontaire médicalement assistée, tandis que d'autres encore s'y opposent. Et on regarde ce qui précède, force est donc de constater que les législateurs africains se sont saisis de cette problématique de l'inceste et l'ont envisagé au regard de ses conséquences familiales et voire sociales. Donc, dans un premier temps, on a rapidement vu que les textes modernes ont puisé dans l'interdit incestueux qui est donc millénaire, mais le plus important, ce n'est pas de codifier, autrement dit de prévoir, c'est-à-dire d'apposer des mots sur des mots, M-A-U-X cette fois-là, mais il faudrait encore pouvoir traiter lorsque l'inceste vient à se réaliser. C'est ce que je vais donc essayer de démontrer dans un second temps en envisageant le traitement perfectible de l'inceste. Donc j'insisterai davantage ici sur les agressions sexuelles à caractère incestueux, puisque finalement au tabou de la sexualité et aux liens de parenté s'ajoutent des actes violents. Et ces violences, comme il a été bien démontré, peuvent affecter la victime non seulement sur sa psychologie, sur son réseau relationnel, c'est-à-dire dans les relations qu'elle peut avoir avec les autres membres de la société. Et c'est-à-dire que le traitement de l'inceste devrait donc aller au-delà des prescriptions légales pour toucher d'autres acteurs. Donc, ce qui nous permet donc d'envisager d'une part donc, le traitement pénal de l'inceste, mais aussi d'envisager à côté et d'autre part le traitement institutionnel de l'inceste. Quand je parle du traitement pénal, je fais ici notamment référence au procès pénal pour des faits d'inceste. Car c'est bien là que se révèlent le plus souvent et de façon assez manifeste donc, les failles du système africain de lutte contre l'inceste. La principale faille réside dans l'initiative des poursuites. Lorsque l'inceste, dans l'hypothèse de l'inceste consenti, on ne peut mettre en œuvre l'action publique, autant pour moi, ne peut être mise en œuvre que par un membre de la famille. Donc, lorsqu'il y a des relations incestueuses entre des membres d'une famille, ce n'est qu'un membre de la famille qui peut saisir le ministère public à l'effet d'obtenir la condamnation, effectivement, des personnes qui entretiennent des relations incestueuses. Or, mais le législateur civil ne précise pas ce qu'il en est lorsque la relation incestueuse a été obtenue ou alors s'est faite au moyen des violences. Ce qui laisse croire au sein de la doctrine africaine que l'inceste ou alors l'agression sexuelle à caractère incestueux est soumise au même régime que les relations incestueuses consenties. Autrement dit, il faut une plainte de la victime pour que le ministère public puisse mettre en branle l'action publique. Donc à partir de ce moment, on comprend ou on peut comprendre bien pourquoi les procès pour inceste sont extrêmement rares en Afrique. Et dans l'anecdote que j'ai évoquée à l'orée de mon propos, on peut aussi bien comprendre pourquoi l'auteur de ce fait, jusqu'à date, n'a pas encore été inquiété. Donc, dans le cadre donc, de cette réflexion, j'ai personnellement pris attache avec quelques juridictions camerounaises dans les ressorts desquelles le phénomène d'inceste était particulièrement galopant. Et quelle n'a pas été ma surprise de constater que durant les 10 dernières années, aucune décision n'avait pu être prononcée au fond sur ces infractions supposées. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, notamment les pressions familiales, mais aussi une sorte d'introspection sur les conséquences éventuelles d'une condamnation de l'auteur d'une agression sexuelle à caractère incestueux. Quand je parle donc des pressions familiales, il y a l'idée selon laquelle le linge sale se lave en famille. Et en Afrique, généralement, on est très prompt à vouer aux gémonies la personne, le membre de la famille qui révélerait des faits d'inceste au ministère public ou aux autorités judiciaires sans en référer au préalable aux autorités coutumières. Et là, on voit encore un rejaillissement donc, des pesanteurs socioculturelles sur l'efficacité du dispositif juridique de lutte contre l'inceste. Et quant aux conséquences donc, de l'éventuelle condamnation de l'auteur des faits, cela est particulièrement frappant en Afrique quand on sait que la plupart des femmes, et monsieur Lassalle l'a abordé en quelques mots dans son intervention, la plupart des femmes n'ont pas un travail, elles sont généralement reléguées à des tâches ménagères, ce qui fait que, en condamnant un père, on prive la famille
des ressources économiques pour pouvoir assurer sa survivance ou alors sa survie. Et en ce moment-là, parfois on réfléchit par deux fois avant de porter plainte dans ces cas. Et d'ailleurs, il nous a été relevé dans le cadre de cette réflexion que, certes, on enregistre des plaintes, mais quelques temps après, les initiateurs de ces plaintes s'en désistent, effectivement, en raison de tous ces éléments que je viens d'aborder. Un autre aspect, et là je finirai rapidement avec l'aspect pénal, un autre aspect, c'est au niveau de la prescription. Le législateur africain, ou alors les législateurs africains, prévoient pour les faits d'inceste les mêmes délais de prescription que dans les matières ordinaires. Par exemple, lorsqu'un viol est incestueux, il est considéré comme un crime et il se prescrit par 10 ans en droit camerounais. Donc, cette non prise en compte de la spécificité de l'inceste pour pouvoir aménager le délai de prescription a quand même éveillé quelques susceptibilités, en tout cas un débat doctrinal assez important. Et la question est celle de savoir, est-ce qu'il faudrait non seulement jouer sur la durée du délai de prescription, autrement dit en l'augmentant, ou alors il faudrait que l'on puisse opter pour la prescription subjective, autrement dit en s'alignant à la solution qui a été dégagée par la jurisprudence canadienne, qui consistait à dire que finalement le délai de prescription ne devrait commencer à courir qu'à partir du moment où la victime de l'agression sexuelle à caractère incestueux a eu une connaissance réelle de sa situation. Ce qui avait pour conséquence, en fait, de créer une sorte d'imprescriptibilité. Finalement, c'est à cette solution qu'on est parvenu. Mais alors, moi je pense que et là peut-être c'est où je donnerai mon avis personnel, je pense qu'on peut effectivement opter, non pas pour la voie tracée par la loi canadienne de 2020, mais pour la solution qui avait été dégagée par la jurisprudence. Ce qui permettrait, à mon sens, de prendre en compte la spécificité de l'inceste ou alors des agressions sexuelles à caractère incestueux, parce qu'il est établi, en tout cas par un bon nombre de travaux scientifiques plus poussés et qui excèdent le cadre du droit, que les violations sexuelles à caractère incestueux parfois impriment, ont un impact psychologique assez fort sur les personnes qui en sont victimes. Donc, après avoir abordé cet aspect, je voudrais maintenant rapidement aborder le dernier aspect donc, de ma contribution, qui porte sur le traitement institutionnel de l'agression ou alors de l'agression sexuelle à caractère incestueux. Parce que dans la plupart des pays, que ce soit donc des ministères ou des institutions privées, elles se déploient au quotidien en matière de prévention et même d'accompagnement des victimes. Mais leurs actions restent pour le moment peu visibles. Non seulement faute de moyens, parce que dans les pays africains, étant donné que les économies, quelque sorte naufragées, peinent à se remettre à flot, on se soucie peu finalement des préoccupations sociales. Et lorsque ce ne sont pas les bailleurs de fonds ou les organisations internationales qui s'intéressent à la question de l'inceste, finalement, il n'y a pas de politique nationale ciblée en matière de lutte contre l'inceste. Donc, il fallait faire avec. On peut faire pourtant, selon ma manière de voir, avec les moyens du bord. Il s'agirait de procéder par des actions simples, mais non moins efficaces, telles que la sensibilisation auprès des jeunes, mais aussi, pourquoi pas, mettre en place des numéros verts permettant de dénoncer des agressions sexuelles à caractère incestueux. Et cela est d'autant plus important que j'estime que l'on devrait pouvoir finalement permettre aux associations et aux organisations qui s'intéressent aux questions d'agression sexuelle intrafamiliale de pouvoir se constituer partie civile pour défendre les intérêts de ces enfants. Puisqu'on a observé qu'au sein de la famille, il y a un mutisme qui frise une sorte de complicité. Et voilà, on devrait pouvoir permettre à ces acteurs qui sont en quelque sorte détachés de la famille de pouvoir effectivement prendre la relève et de pouvoir défendre les intérêts des jeunes qui subissent ces agressions. Pour clore mon propos, je dirais très rapidement et simplement qu'on assiste aujourd'hui à l'émergence d'une société aux repères ambigus. La famille considérée comme un sanctuaire peut devenir un lieu de désacralisation, voire de réification de l'homme. La famille présentée comme un lieu d'unité peut se fracturer avec d'un côté un violent ou un agresseur et de l'autre une victime résignée et les autres membres silencieux de la famille. C'est donc en prévention de tout cela que le système africain de protection de la famille a cru devoir poser en droit coutumier l'interdit incestueux, lequel interdit a été repris par
la législation moderne, à la fois par le législateur pénal et le législateur civil. Cependant, on a pu l'observer, il y a des failles dans le traitement de l'inceste, et ce qui nous a amené effectivement à suggérer quelques pistes de réflexion. Selon notre manière de voir, ce n'est qu'à ce prix, ce n'est qu'à une réforme, à une repensée même du système de traitement des violences sexuelles à caractère incestueux que l'on pourrait éradiquer cette pratique qui, comme le relevait Christine Angot, s'attaque au premier mot du bébé qui peine à se situer en prononçant les mots papa et maman et qui finalement réduit ou détruit toute la signification de ces mots. Papa et maman, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? C'est sur ces mots que je mets fin à mon intervention, non sans vous remercier de votre bien aimable attention.